flexibilité ou la mobilité articulaire. J'ai fait des vidéos où j'ai parlé de capacité conditionnelle et capacité coordinatrice. Et j'ai dit dans une des vidéos que la flexibilité ou encore la mobilité articulaire était à cheval entre ces deux types de capacités. Parce que on pouvait la placer soit dans les capacités conditionnelles, soit dans les capacités coordinatrices. Alors, c'est quoi en soi la mobilité articulaire ou la flexibilité? C'est simplement l'amplitude maximale du mouvement possible pour une articulation ou un groupe d'articulation. Et si on revient un peu en arrière, il faut savoir que l'étirement, parce que quand on parle d'amplitude articulaire, de flexibilité, ça renvoie directement à l'étirement en fait. Parce que si tu as une bonne amplitude, une bonne flexibilité, ce sera difficile de t'étirer. Alors je disais que si on revient en arrière, on va se rendre compte que l'étirement a été utilisé depuis l'Antiquité, à la fois pour le bien-être et aussi souvent pour la torture. Donc, dans certains documents, on peut retrouver des postures d'étirement qui étaient déjà courantes dans la Grèce antique. Pourquoi est-ce que la flexibilité est importante dans le sport? C'est une question qu'on peut se poser. Vous voyez les sports comme la gymnastique, les différents types de gymnastique où la flexibilité est tellement importante. Vous voyez des athlètes dans les sports comme le football qui ont une très grosse flexibilité, plus précisément dans le poste de gardien de but. Je disais pourquoi la flexibilité est importante dans le sport. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que certains mouvements sportifs exigent une grande flexibilité. Je l'ai dit précédemment, les mouvements de gymnastique artistique, de natation. Ensuite, une faible flexibilité contraint l'athlète à travailler aux limites de ses possibilités en termes d'amplitude de mouvement, avec peu de réserve de mobilité. Donc, dans ce cas, il est plus facile de subir des accidents et de rencontrer des phénomènes pathologiques tels que les tendinites, les déchirures musculaires ou donc des tensions musculaires. Et par ailleurs, disons qu'une faible flexibilité peut limiter la vitesse ou l'efficacité du geste sportif en offrant plus de résistance aux muscles agonistes. J'ai dit qu'il y a toujours les muscles agonistes et les muscles antagonistes. Passons maintenant au type d'articulation et de flexibilité. On a les articulations plus mobiles en termes d'amplitude et de degré de mouvement qui sont la hanche et l'épaule. Et en deuxième position, on a aussi le coude et le genou. Disons que les amplitudes les plus limitées sont observées au niveau de la cheville et du poignet. En ce qui concerne la colonne vertébrale permet des mouvements très limités entre chaque vertèbre. Mais les mouvements sont très étendus si l'on considère l'ensemble de la colonne vertébrale en combinant tous les petits mouvements. Quels sont les facteurs qui limitent la flexibilité? On a la structure des surfaces articulées telles que la forme géométrique, la surface articulée, les disques et les ménisques. On a la capsule articulaire et sa composition en fibres élastiques. On a les ligaments qui peuvent limiter l'amplitude des mouvements. Et dans certains cas, même la peau peut devenir un facteur qui limite en fait. Si on veut parler de flexibilité, on peut parler aussi de spécificité de la flexibilité. Parce que dans chaque articulation, ou plutôt chaque mouvement, il y a différents types d'amplitude. Car il faut savoir que les facteurs déterminants de la performance sont différents. Donc, chaque athlète peut être très mobile dans un type d'action et très limité dans un autre type d'action. Par exemple, un athlète peut être très mobile en flexion et très limité en extension. Donc le niveau de flexibilité de chaque articulation dépend donc du sport pratiqué. Ça signifie qu'il existe donc une spécificité caractéristique pour chaque sport et pour chaque articulation. Parce qu'on ne peut pas parler de la flexibilité sans parler des tests de flexibilité. Et on a deux grands types de tests. On a les tests de flexibilité angulaire et linéaire. Si on parle de tests, on parle de l'évaluation et de l'évolution. En ce qui concerne les tests linéaires mesurent la distance en centimètres entre deux parties du corps ou entre une partie du corps et un point externe. Par contre, les tests angulaires utilisent des goniomètres de différents types et de tailles pour évaluer en degrés l'amplitude des mouvements. Ces tests sont utiles pour identifier les lacunes et étudier l'évolution des performances en fonction de l'âge et des différences de genre. Parce qu'il faut savoir que les femmes ont une meilleure flexibilité que les hommes à tout âge. Ça, En restant sur les tests de la flexibilité, parlons du test linéair le plus connu, qui est le test Sit and Reach.
c'est-à-dire à s'asseoir et tendre. Donc, c'est le test le plus utilisé dans le monde entier en raison de sa simplicité d'exécution et des équipements nécessaires. C'est un test qui évalue la flexibilité du tronc limité par les muscles ischio-jambiers postérieurs. Donc, on observe donc une détérioration des performances jusqu'à l'âge de la puberté. Et comme je l'ai dit précédemment, les femmes ont une meilleure flexibilité que les hommes. Si on parle des tests linéaires, on peut avoir la flexion antérieure et latérale du tronc. Si on parle des tests angulaires, on a la torsion du tronc et la flexibilité du tronc. La même évolution à travers les différents âges est observée en utilisant les tests angulaires. Si on prend spécifiquement le test angulaire d'extension du tronc, alors dans le mouvement opposé à la flexion, alors les femmes se détériorent légèrement avec l'âge, tandis que les hommes montrent une diminution des performances après la puberté. Si on parle de tests de flexibilité des hanches, ce sont les tests qui montrent les graphiques d'évolution et de différences de genre différents en fonction du moment mesuré. Parce que l'abduction de la hanche comprend les différences entre les deux sexes à tous les âges. Les hommes se détériorent constamment. En parlant de tests, on peut avoir plusieurs types de tests. Je dis le test le plus connu, c'est le Sit-and-Reach. Et on peut avoir aussi plusieurs autres tests. En ce qui concerne les tests linéaires, on peut avoir la flexion antérieure et latérale du tronc. En ce qui concerne les tests angulaires, on peut avoir la torsion du tronc. Donc, entre autres aussi, on a aussi le test de flexibilité des hanches, le test de flexibilité des épaules. Donc, on a plusieurs types de tests. Maintenant, parlons maintenant de la méthodologie d'entraînement de la mobilité articulaire. On a les méthodes actives, les méthodes passives, les méthodes mixtes, les exercices dynamiques, les exercices statiques. Les méthodes actives. Alors, dans ces méthodes, la mobilité provient de l'action des muscles agonistes. Dans les méthodes passives, la mobilité est due à l'inertie, au poids du corps et peut-être à un partenaire ou à un appareil. Quand je parle des exercices statiques, ce sont les étirements en fait. Passons maintenant à ce qu'on appelle la gradualité de l'étirement, dans l'étirement. La déformation du tendon ne devrait pas dépasser 3%. Donc, ça renvoie à l'importance de l'échauffement. Il y a les variations de la rigidité du muscle de la séance d'entraînement avec plusieurs répétitions. Donc, l'étirement pour l'échauffement, on a l'étirement global actif qui comprend l'étirement d'une chaîne cinétique ou musculaire. Consiste à maintenir pendant quelques minutes, 2 à 20 secondes, certaines postures en éliminant activement les éventuelles compensations. En ce qui concerne les activités aérobiques et les étirements, les étirements peuvent se faire dans les parcours de santé, ainsi nombreux autres exercices différents. Disons que les gens qui ont un problème de raideur peuvent suivre un programme d'exercice, même au travail ou à la maison. Et pour cela, il faut un diplômé en sciences du sport pour pouvoir les enseigner pouvoir les montrer quelques techniques. En pratique, ce qui concerne les étirements statiques, ça aide à l'échauffement, ça aide à la récupération, ça réduit les douleurs et les courbatures locales, ça augmente les performances, ça prévient les blessures, c'est facile à apprendre et ça peut surtout être effectué n'importe où. Comme je dis, ça réduit la raideur musculaire, c'est-à-dire la force nécessaire pour produire une variation de longueur. Et ensuite, ça réduit l'activité électrique du muscle et la dépense énergétique.